Bonjour à tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM au lendemain de la fête des travailleurs ou journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Du travail, c'est ce que veulent les jeunes du Sénégal et tout le monde est dans l'attente de la mise en œuvre du plan d'urgence du président Macky Sall sur l'emploi, le chef de l'État qui se cherche toujours dans la recherche de solutions pour résoudre l'équation jeune. Les instruments inventés, entre guillemets, depuis près d'une décennie par l'exécutif actuel n'ont pas été efficaces apparemment. Parmi ces leviers, il y a l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, une branche du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, dirigée donc par Maodo Malik Mbaye, le directeur général, notre invité. Bonjour. Bonjour. L'Agence nationale de la maison de l'outil, c'est quoi ? L'Agence nationale de la maison de l'outil est une structure du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. C'est une structure créée en 2010, mais dont la charge m'a été confiée à partir du 31 mai. Donc, dans une semaine, on va pratiquement boucler 9 ans à la tête dans un mois à la tête de l'Agence nationale de la maison de l'outil, qui est une structure qui s'occupe d'insertion, d'apprentissage, de formation des jeunes et des femmes, des citoyens dans les contrées les plus reculées. J'ai envie de vous dire qu'est-ce que la maison de l'outil. La maison de l'outil est une structure également qui donne aux hommes de métier 3 éléments fondamentaux dont les hommes de métier ont besoin. C'est-à-dire d'abord le cadre d'exercice, parce que une étude du ministère de l'enseignement technique d'alors, avant 2012, avait révélé que 92% des hommes de métier, de ceux qui travaillent avec la main, manquaient de cadre d'exercice, étaient dans des installations précaires. Il fallait leur trouver un endroit d'installation pour l'exercice de leur métier. L'autre élément, une autre enquête avait montré que 72% de ces hommes de métier utilisent des outils et des équipements de seconde main, acquis en seconde main, et qui étaient souvent un problème dans le cadre de l'acquisition. Posait problème, mais non seulement à ce niveau-là, mais il y avait toujours des suites judiciaires parce que les artisans ne savaient pas l'origine claire de ces équipements. L'autre aspect que nous donnons également, c'est que il y a l'équipement, donc les outils que nous donnons, le cadre d'exercice, mais l'accompagnement technologique, parce qu'il a été noté que les hommes, un métier s'acquiert par hérédité, par appétence ou dans le tas, mais pour exercer un métier et en avoir des revenus substantiels pour gagner sa vie honnêtement, il faudra que l'exercice du métier soit en adéquation avec la technologie. Donc, pour résumer, l'ANAMO donne 3 choses. Le cadre d'exercice du métier, les équipements dont l'artisan, l'homme de métier a besoin et un accompagnement technologique. À côté de ça, l'ANAMO fait également dans la formation itinérante. Oui, justement, la formation, beaucoup de structures pour ça. L'ANAMO, l'ONFPT, le 3FPT. Vous faites pas un peu la même chose aussi un peu? Pas la même chose. Le 3FPT qui est en train de réaliser énormément de prouesses dans son domaine est habilité dans le cadre du financement de la formation. L'ONFP accompagne la formation également à un certain niveau. Mais nous sommes dans la formation initiale, dans l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons en vue de signer une convention comme on l'a fait avec l'ADER pour le programme Ligue Légui, nous allons le faire avec les autres structures pour harmoniser. J'entends souvent les gens dire que est-ce que tout le monde ne fait pas la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas? Non, j'estime que les lignes de démarcation sont nettes. Chacun a son corps de métier. Ce sur quoi maintenant nous allons nous atteler, c'est de faire en sorte que des conventions puissent nous lier pour que nous puissions évoluer dans la complémentarité. Ouais. Quand on parle de l'inefficacité de ces agences et autres structures dont la vôtre, ce n'est peut-être pas faux. On prend alors votre exemple.
Avez-vous aujourd'hui un bilan fourni à présenter aux Sénégalais après 9 ans à la tête de cette structure, l'ANAMO? Oui, vous savez, un bilan, un leader, un chef d'entreprise, que ce soit dans le public comme dans le privé, ne peut pas se prévaloir lui-même de juger son bilan. Mais notre bilan, au regard de ce qui a été réalisé par l'ANAMO ces 9 dernières années, nous n'avons pas à rougir là-dessus. D'abord, nous sommes passés d'un budget de 300 millions à un budget d'1 milliard. 1 milliard, quelqu'un m'aurait dit que c'est une rubrique ailleurs dans d'autres structures, mais, oui, mais nous n'avions jamais fonctionnement plus investissement, seulement 1 milliard de francs CFA. Oui, mais quand nous sommes arrivés, c'est extrêmement dérisoire. Mais c'est dérisoire. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons compris, comme les jeunes Sénégalais, je le répète très souvent, les jeunes Sénégalais ne sont pas. Si tous les jeunes Sénégalais ne sont pas des ingénieurs, ils sont tous ingénieurs. S'ils ne sont pas tous des entrepreneurs, ils sont entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand on nous a confié cette structure de l'État, nous nous sommes dit, écoute, nous ne pouvons pas brandir le prétexte de la raréfaction des ressources. C'est la raison pour laquelle, pour vous dire un bilan, nous avons aujourd'hui 17 000 jeunes formés dans plus de 9 corps de métier. Et le charme de ces formations, c'est des formations à la base. Et c'est destiné à des déscolarisés, à des gens qui, par exemple, quand vous allez à Thiénaba, vous trouvez notre première rencontre avec le calife général de Thiénaba. Il était un peu réticent parce qu'il y a toujours cette méfiance-là. Mais à l'arrivée, 6 mois après, nous avons eu à former, l'ANAMO a eu à former à Thiénaba des jeunes et des femmes de la communauté qui avaient qu'un seul métier, mais vraiment c'est le calife qui le dit, en nous disant que le fait d'assimiler le Coran et de le faire apprendre aux autres, pour lui, ne peut pas être considéré comme un métier parce que tu ne gagnes pas les sous. Quels sont les chiffres globaux de votre bilan? Les chiffres globaux de notre bilan, comme je l'ai dit, c'est 17 000 jeunes et femmes qui ont été formés. C'est un taux de fréquentation de nos maisons de l'outil. Nous sommes passés de 2 maisons de l'outil qui existaient par convention, c'est-à-dire la convention liée l'ANAMO à la mairie de Touba, à Touba. Ici à Dakar, c'était une convention entre l'ANAMO et la chambre de métier de Dakar. Donc 2 en convention. Aujourd'hui, nous sommes à une 12aine de maisons de l'outil fonctionnelles. Nous sommes partis de 180 jeunes qui étaient formés jusqu'en 2012. Aujourd'hui, nous en sommes à 17 000. Nous avions 5 corps de métier sur lesquels les formations, c'est de 4 corps de métier. Aujourd'hui, nous sommes à 9. Mais notre bilan, c'est un bilan d'abord moral. Quand je dis bilan moral... C'est pour ça que ce bilan-là, il est... Non, je veux dire, c'est un bilan réel. Il est clairsemé, il est... Babacar, il est pas très sexy. Malheureusement, nous ne cherchons pas à le rendre sexy, à le rendre séducteur. C'est une façon de dire que c'est pas juste un bilan fameux. Non, je veux dire, nous ne le rendrons pas séducteur ou comme vous l'avez dit, sexy, je comprends le terme que vous utilisez, mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que c'est un bilan qui bouscule, qui vise le réel et qui est du réel. Parce que je vous donne tout de suite. Vous habitez la banlieue. Je vous connais très attaché aux jeunes de la banlieue parce que vous réfléchissez pour eux. Je vous dis une chose. Demain, vous descendez. Trouvez les jeunes pour qui vous n'avez pas d'espoir. C'est-à-dire qui n'ont aucune lueur d'espoir en termes de, comme on le dit, nakalenchi genne. S'ils viennent à l'ANAMO, nous leur donnons d'abord l'espoir et nous leur donnons de quoi entretenir l'espoir. C'est un métier. Mais tout notre bilan a été couronné par la signature d'une convention avec la DER pour un concept, un programme qui s'appelle Liggéey Léegi. Liggéey Léegi, c'est quoi? Nous sommes en train de voir que... La superposition de concepts, de slogans,
Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on vous reproche. Moins d'efficacité. Mais j'ai envie de dire, comme le disait le sage Ahmed Yansi Al-Maktoum, malheureusement, quand nous créons des choses qui ont un contenu, on est obligé de leur donner un nom. Je vous parlais du programme Ligue. Le plan d'urgence de Macky Sall qui s'appelle Khayou Ndaouni. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais je vous parle rapidement du programme Ligue. Le programme Ligue a été pensé par les techniciens de l'ANAMO et sous la bénédiction et l'accompagnement de notre ministre de tutelle, le ministre Dame Diop, qui nous a accompagnés, qui nous a orientés vers l'ADER. Et aujourd'hui, nous avons signé une convention qui fera que, au mois de fin mai, début juin, les 1000 premiers qui ont été formés par l'ANAMO entre 2012 et 2013, qui étaient en train peut-être de se débrouiller, ont fini de recevoir leur formation, vont recevoir leur kit d'insertion et leur fonds de roulement. Parmi eux, savez-vous qu'il y a des jeunes et des femmes vivant avec un handicap? On en a rencontré des gens qui étaient des femmes et des jeunes qui étaient dans la rue, qui faisaient la manche, qui mendiaient, et nous leur avons donné une formation par le biais de la réparation de téléphones portables et le pressing. Et aujourd'hui, à partir de fin mai, début juin, selon une date qui sera arrêtée d'accord parti, ils recevront leur kit. Mais l'intérêt de ce programme-là, ce n'est pas seulement le fait que ce sont des jeunes qui sont formés, à qui on donne les kits de formation, les kits d'insertion et le fonds de roulement, mais chacun d'entre eux va travailler au moins avec 2 jeunes. Moralité, c'est 3000 jeunes qui... Ces différents instruments éclatés, ne faut-il pas les regrouper? Il avait été agité à un moment une idée de les fusionner. Le projet n'a pas encore abouti en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que directeur général d'une de ces structures, l'Agence nationale de la maison de l'outil, fusion avec tous les autres instruments qui font dans la promotion de l'emploi et de la formation des jeunes? Mais écoutez, vous savez, en venant en 2009, j'acceptais d'être vraiment un profane dans ce domaine. Mais aujourd'hui, après avoir fait 9 ans, je peux me prévaloir modestement d'avoir... Votre arrivée en 2012, vous voulez dire? En 2012, donc aujourd'hui, de boucler 9 ans, je connais un peu le secteur. Je me suis rendu compte que chacune, en tout cas s'agissant de notre ministère, chacune de ces structures a sa spécificité. Donc je pense que, comme je l'ai dit, si nous évitons au maximum le cloisonnement, si nous développons le partenariat public-public, si des conventions nous lient, je pense qu'effectivement, ont leur intérêt et leur importance dans le champ institutionnel du Sénégal. Donc, je ne suis pas en train de défendre une tête ou quoi que ce soit, mais je dis qu'il n'y a pas aujourd'hui... jumeler ou fusionner l'ANAMO par exemple au 3FPT n'a pas de sens. Pour moi aussi fusionner le 3FPT et l'ONFP n'a pas de sens. Ce qu'il y a lieu, c'est que c'est des structures qui fonctionnent et je suis sûr, et je peux parler à leur nom, que chacune de ces structures-là peut passer au Grand Jury ou ailleurs pour vous donner le problème, des résultats probants. Le problème à Malick Mbaye, c'est que l'exécutif actuel n'a pas trouvé les meilleures formules pour faciliter l'insertion des jeunes dans le marché du travail depuis qu'il est là, depuis 9 ans. Et pourtant, la réalité, vous savez, les journalistes disent que les faits sont sacrés. Moi, je dis que la réalité, elle est saine. La réalité du terrain, la réalité des choses ne démontre pas cela. Vous savez, le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012, il avait trouvé 65 000 sur Si ça va marcher, il n'était pas obligé de mettre un plan d'urgence pour ça. Non, j'ai dit, j'en viens. Et il a dit, et quand il est arrivé, il y avait 65 000 dans la fonction publique. Parlons de ça. Aujourd'hui, il y en a 130 000. Et quand vous revisitez le film des émeutes... Ça non plus rien d'extraordinaire. L'évolution démographique, vous en faites quoi aussi? Non, mais au-delà de... Prenez au prorata de l'évolution démographique. Vous vous rendez compte que, en vérité, si nous respections, si cette évolution était respectée, c'est-à-dire c'était proportionnellement à cette évolution-là, vous vous rendrez compte qu'on devrait être timidement
autour de 80 à 85 000. Aujourd'hui, on est à 135 000. Mais ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux émeutes qui ont éclaté cette page noire de l'histoire, et je dis une chose, ces journées que aucun Sénégalais ne voulait s'en rappeler, et aucun des acteurs de la vie politique ne peut s'en réclamer le parrainage, autant qu'on le réclame pour le 23 juin. Ce qui s'est passé est horrible et inacceptable et impensable. Je ne reviens pas là-dessus. Mais les jeunes qui sont sortis, aucun de ces jeunes n'a dit Monsieur le Président, nous avons un problème de travail, nous avons un problème d'emploi. Dans aucune pancarte, nous avons vu cette protestation. Moi, j'avoue que c'est le président de la République, Macky Sall, qui a agi de manière paternaliste, qui s'est dit il y a une crise. Quelque chose qui pourrait être un fait divers partout s'est passé. Les jeunes de mon pays, heureusement, il y a mort d'homme. Qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que dans ses réponses, il s'est dit qu'il faudra aller au-delà des attentes, au-delà des réclamations. Mais quand on vous dit que tous les schémas qui ont été faits, par exemple, tout ce qui a été réalisé... Ont-ils besoin de le dire, de mettre des pancartes? Il y a 200 000 demandeurs d'emploi chaque année dans le pays. Mais 200 000 demandeurs d'emploi. Vous savez, chaque mois, si le gouvernement travaille, vraiment, si le rythme de fonctionnement, chaque année, si le rythme de fonctionnement est acceptable et reconnu par tous, si la vitesse de croisière est atteinte, il y a au moins 100 000 à 120 000 nouveaux emplois, en tout cas nouveaux travailleurs sur le marché de l'emploi. Cela veut dire que le problème, c'est au-delà des chiffres qu'il faut interroger la réalité. Parce que ceux qui manquent du travail, ils peuvent râler, ils peuvent crier. Ceux qui en reçoivent ou ceux qui en acquièrent ne manifestent jamais leur contentement, si on peut l'exprimer ainsi, ou leur satisfaction d'avoir obtenu du travail. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette question du travail, cette question de l'emploi, est une question centrale sur laquelle le président s'est arrêté depuis sa nomination, depuis son élection, autant pour moi. Et ce qui me le fait dire et qui me satisfait dans moi personnellement en tant que collaborateur et évoluant dans le secteur, c'est que quand le président de la République est arrivé, ce qu'on nous disait partout, c'est qu'il y a 200 000 demandeurs d'emploi. Sur les 200 000 demandeurs d'emploi, seuls 6% ont une qualification. Quand le président est arrivé en 2012, deux notions, mais j'ai été, moi, épaté par l'arrivée de l'irruption de ces deux notions dans le champ institutionnel du Sénégal. C'est les notions d'apprentissage et d'insertion. Et à la clé, savez-vous que de l'indépendance à nos jours, en 2012, de 1960 à 2012, il y avait 1010 apprenants globalement formés, apprentis, formés dans les centres de formation initiale. Et aujourd'hui, nous sommes partis de 1010 apprentis formés à 28 580 apprentis formés. Et la base du chômage, c'était ça. C'est-à-dire, c'est des jeunes déscolarisés qui n'ont aucune qualification et qui vous disent Tonton Babacar, je veux du travail, je veux travailler. Et au niveau des centres de formation, publics comme privés, on est passé de 220 à 430 centres de formation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le mal a été attaqué à la racine. Maintenant, tu me diras que c'est normal que nous avons pêché toujours sur nos canevas de communication par rapport à la réalité. Vous êtes un expert en communication à la base. Oui. Qu'est-ce qui cloche alors? Non, ce qui cloche, c'est que nous n'assurons pas trop souvent au niveau du régime de nos mouvances présidentielles le service après-vente. Parce que toutes les fois, je ne suis pas en train de flagorner, mais toutes les fois où, sur certaines questions, le président est monté au créneau, nous y reviendrons sur le conseil présidentiel, lui, en tant qu'homme politique, lui, en tant que chef de l'État, chaque fois qu'il a parlé, il a rassuré, il a tranquillisé, il a calmé et il a donné de l'espoir avec, à la clé, des résultats satisfaisants. Mais j'avoue que nous manquons toujours de suivi
et de donner de la redondance à ce qu'il fait ou bien à ce qui est réalisé. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons chaque fois éviter d'ameuter l'opinion publique autour de détails qui n'ont aucun sens après que le chef de l'État ou le régime en place réussit une prouesse telle que ce qui a été réussi le 22 avril dernier. Oui, le Conseil présidentiel sur l'emploi de Diamniadio, le programme d'urgence Ryundaouni, dont on attend, comme dit en introduction, la mise en œuvre. Voilà. Et à ce niveau, 353 000 emplois promis, emplois directs et auto-emploi. On vous attend autour d'eux. Non, je dis que c'est parfaitement réalisable. Obama, en 9 ans, le régime en place a produit 700 000 nouveaux emplois avant Covid. Là, je vous donne les chiffres avant Covid. Et aujourd'hui, au regard... Des contrats enregistrés à l'inspection du travail. Des contrats enregistrés, non seulement à l'inspection du travail, mais il y en a beaucoup qui sont enregistrés au greffe du tribunal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les emplois saisonniers, les emplois dans le monde rural, les emplois liés à l'horticulture, à l'agriculture, les emplois saisonniers, les emplois liés à l'auto-emploi ne sont pas comptabilisés. Je ne suis pas en train de dire que le tableau est totalement rose, je n'ose pas le dire. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des efforts à faire aujourd'hui, mais ce qu'il faudra dire, c'est que le président, en parlant aux jeunes, moi je pense que ce qu'il a réussi, nous aurons tort de banaliser ce qui s'est passé le 22 avril. Il faudra qu'on soit clair. Jamais il n'a été dit que rien n'a marché, le tableau est noir. Le président a dit nabar, c'est-à-dire il faudra que les choses aillent beaucoup plus vite. Je reviendrai sur un étau qui va bloquer, tel que puissent être les initiatives. Le président est devenu le champion des slogans, des phrases de choc. Oui, mais quand depuis 2012, autour de concepts choc, vous mobilisez, vous catalysez l'espoir. Et in fine, quand il s'agit de choisir les Sénégalais, chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer, ils vont dire, Monsieur le Président, nous avons eu de l'eau et de l'électricité, c'est à cause de vous. Nous, habitants du département de Médina Yoro Fula, nous sommes restés depuis la création, nous n'avons pas eu une seule goutte de goudron, c'est à cause de vous. Je pense que ces concepts ne sont pas des concepts creux, mais en parlant de Nabar, j'estime que c'est une incitation. Qu'est-ce qu'on va faire de sa part de responsabilité, lui, Macky Sall, et son gouvernement? Oui, vous savez... Vous regardez le secteur privé local qui se plaint beaucoup de perdre des marchés au profit des marchés qui sont gagnés par les entreprises étrangères, un manque à gagner énorme, des centaines de milliards de francs CFA. Oui, et ça, le gouvernement, il va faire quoi pour corriger? Moi, je vous parle de chiffres. Je vous parle au moins de pourcentage. Sous Wade, c'était 5%. C'est-à-dire la part de marché qui revenait soit de manière directe ou par sous-traitance, c'était à 5%. C'était sous Diouf. Sous Wade, sous l'exercice du président Abdoulaye Wade, donc sous l'exercice du président Abdou Diouf, c'était 5%. Sous l'exercice du président, le magistère du président Abdoulaye Wade, malgré la pression quand même des partenaires au développement, il est arrivé à 17%. Aujourd'hui, il est à 47%. Et aucune parmi les entreprises, et je ne vous parle pas seulement du patronat, mais je vous parle également de tous ceux qui ont des entreprises locales et qui travaillent dans des secteurs précis. J'en revenais tout à l'heure au Conseil national, au Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion. Je vous disais que nous n'avons pas le droit de banaliser ce qui s'est passé. C'est historique, c'est révolutionnaire. J'ai envie de dire que c'est historiquement révolutionnaire. D'abord, dans ce monde de l'autoroute de l'information et de la communication, du fake news, des réseaux sociaux, qu'un chef d'État accepte de communiquer, rien n'était garanti au président. Rien. A priori. Parce que, vous savez, Babacar, en donnant la parole à quelqu'un, vous ne savez jamais ce qu'il va sortir. Alors, sans filtre, sans aucun cadre de protocole ou de trucs assez rigoureux, les jeunes ont parlé au président de la République. Il les a écoutés. Les jeunes ont tenu un langage jeune. Et il y a quelque chose qui m'a le plus, en tout cas, satisfait et ébloui,
c'est ce marchand ambulant qui a offert 12 paires de chaussettes au président et en lui disant, Président, nañu mos nak dama wara mos. Vous savez, quand un chef d'État accepte, malgré ce qui s'est passé le premier, où il était donné comme perdant devant les jeunes, où le président était redevenu, selon certaines mauvaises langues, un leader désavoué, impopulaire, affaibli, toute cette inflation de qualificatifs. C'est pas un conseil, une réunion comme ça qui va lui permettre de redorer son blason. Attention, c'est pas de la mathématique. C'est pas de la mathématique. Je vais vous dire quelque chose qui soit de la mathématique. On est en démocratie. Le seul critère d'appréciation, de notation dans une démocratie, le seul baromètre qui vaille, c'est l'élection. On est d'accord. C'est-à-dire que, tel qu'en puisse être la circonstance, là où on note le niveau de satisfaction des Sénégalais, du peuple envers un président, envers un homme politique, c'est l'élection. Le président Macky Sall, avec lui notre mouvance, nous avons gagné toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal haut la main. Donc, je pense que heureusement que ce que vous dites aussi peut se retourner contre ce qui avançait de tels propos en disant que le président est affaibli, le président est rejeté par les jeunes. Ce qui s'est passé lors du conseil présidentiel nous a montré tout le contraire. Mais au-delà de ça, c'est l'aspect cosmétique. L'autre aspect qui est important et que nous devons saluer, c'est que ce sont les jeunes dans les 14 régions qui ont pris la parole. Je félicite d'ailleurs Madame le ministre de la Jeunesse, Madame Mbaye, et le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, mais aussi l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre du Plan Hott, M. Hott, qui se sont mobilisés. Mais ce qui était important, c'est que ce sont les jeunes qui ont dit devant le président de la République leurs attentes. C'est la raison pour laquelle je lance un appel au président de la République à institutionnaliser annuellement ce cadre. Que ce jour soit institutionnalisé dans le calendrier républicain, que ce jour soit un moment de contact, d'échange direct et d'évaluation aussi, qu'on évalue les engagements qui ont été pris et que qu'on puisse donner aux structures de l'État d'exposer pour répondre eux-mêmes devant les jeunes et prendre en compte leurs préoccupations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que le président a réalisé a montré qu'il a fait preuve de courage, il a fait preuve d'engagement citoyen, mais aussi il a fait preuve surtout d'une grande responsabilité. Et je pense que ce n'est pas ce que disent une grande partie des Sénégalais, l'efficacité de ce gouvernement-là dans tout ce qui est arrivé dernièrement. Et parfois même ces critiques qui viennent de vos rangs. On a suivi il y a quelques jours cette sortie du chef de cabinet, ministre chef de cabinet du président de la République, critiquant le gouvernement. On ne comprend pas comment dans un régime, le chef de cabinet du chef de l'État qui s'attaque au gouvernement. Écoute, moi je condamne sans réserve cette attitude de mon jeune frère Mamaïna, le ministre Mamaïna. Il sait que on est liés par une relation très sympathique, mais très ancienne, parce que j'étais là. Moi, je suis témoin des 15 dernières années de la vie politique du président Macky Sall. Je ne m'en réclame pas une proximité, non, parce que le président a son cabinet, il a ses amis, il a ses trucs. Mais au moins, j'étais là. Donc, j'avoue quand même qu'il fait partie des gens qui étaient là, qui ont cru à ce projet. Mais cette attitude doit cesser, cette attitude doit arrêter. Quand vous avez le privilège quasi suprême dans une nation, dans une république, d'avoir accès directement au président de la République, jusqu'à en être l'un de ses plus proches collaborateurs, c'est-à-dire d'en être le chef de cabinet, vous êtes obligé, même si vous avez mal, même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé d'éviter de juger vos semblables, vos camarades qui sont dans le gouvernement au moment des faits, publiquement. C'est inacceptable. Et je pense que si ce genre de pratique
doit cesser. Parce que si ce genre de pratique continue, ça va donner une idée qui n'honorerait pas la République, qui n'honorerait pas notre mouvance. Parce qu'on aura compris qu'il y a des responsables de première zone, des responsables, et puis si vous avez également la chance de bénéficier de la confiance du président de la République pendant 6 ans, ensuite vous quittez le gouvernement, il vous amène à ses côtés en tant que chef de cabinet, je pense que je peux me permettre de lui donner ce conseil-là publiquement, de lui dire que moi, c'est une attitude qui me révulse complètement. Parce que je suis directeur général, je sais comment c'est lourd de porter la responsabilité d'État à quelque niveau que ce soit. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des membres du gouvernement, tel qu'en puisse être leur secteur d'activité, ils auront toujours mon respect, mon soutien et mon appui total. Maintenant, si nous avons un cadre politique... Est-ce que maintenant, ces propos, quand un chef de cabinet les tient, on peut se demander, avec la proximité entre les deux hommes, on peut se demander s'il n'a pas eu l'autorisation du chef pour le dire. Une grosse interrogation. Non, mais écoute, je ne le pense pas. Je pense que d'abord, je ne le pense pas. À 100%, je peux être formel que le président de la République, l'homme Macky Sall que je connais, je ne connais pas le président, je connais l'homme que je connais, le peu que je connais l'homme, c'est un homme libre, totalement libre, profondément ancré dans les valeurs des hommes libres. Je pense que pour choisir ses collaborateurs, il les choisit de lui-même. Ce sont peut-être aussi les signes. Pour les remercier, pour les remercier et les virer aussi. Je pense qu'il n'a pas à agir ou faire agir quelqu'un en balle de sonde, je ne le pense pas. Tel que puisse être, vous savez, Babacar, pour moi, la proximité avec un leader, avec un chef, autant la proximité est réelle, tout ce qui augmente votre proximité avec le chef diminue votre liberté et augmente votre responsabilité. C'est la raison pour laquelle je dis clairement que je ne pense pas que le président soit dans ces manœuvres-là, d'autant plus qu'il n'est pas lié. Macky Sall, du peu que je connais de l'homme, est un homme libre, qui choisit librement ses collaborateurs quand il s'agit de s'en débarrasser ou d'opérer la séparation. Il peut le faire, mais je ne pense pas qu'il ait besoin de ce genre de procédés assez malsain, assez... Ça donne une très mauvaise image de votre régime, qui est relativement assez mal barré. Les événements de mars, cette sortie du chef de cabinet du président de la République, la question de l'emploi. Je veux dire, tout ça discrédite ce régime-là. Rien que l'emploi discrédite ce régime. Babacar, vous savez... Oufé-Boigny disait que en politique et dans la gestion d'un État, le réel passe avant l'idéal. Le réel, c'est que notre mouvance présidentielle, la mouvance présidentielle, à ce jour, demeure politiquement forte. Maintenant, il y a beaucoup d'efforts à faire pour que ce qui se passe... Vous avez vous-même parlé de fiable, le seul qui existe pour vous, ce sont les élections. Oui. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'est... Oui, mais je veux dire... c'est l'entité politique la plus solide du pays. Mais je veux dire, quand je parle de la dernière élection... Si on organisait des élections demain lundi, alors... Oui, mais demain lundi, si on organise, je vous donnerai mon point de vue demain à 18h, relativement à la tenue, au résultat des élections. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se met dans une position de la dernière présidentielle, s'y ajoute également le fait que nous ayons accueilli en notre sein le deuxième, celui qui est arrivé deuxième à la dernière présidentielle, le président Idrissa Seck, je ne pense pas que nous ayons électoralement un problème. Pour le moment. Mais ça, c'est, comme je te dis, pour le moment. Maintenant, ce que nous devons... Vous pensez que c'est de l'addition facile Oui, mais... C'est du 1 plus 1 égale 2 Oui, mais en politique, c'est ça. En politique, ce qu'il faut éviter, c'est la division et la soustraction. L'addition et la multiplication sont les opérations les plus commodes et les plus souhaitables en politique. Mais je voulais dire que
Je ne suis pas en train de vous dire, quand vous alertez tout à l'heure, vous alertez sur les sorties du chef de cabinet du président de la République. Je n'en fais pas pour moi un grand événement. Je ne le fais pas parce que je ne minimise pas ou que je flétris tout ce qui est en train mon jeune frère Mame Niang, mais je dis que pour lui, il a un point de vue. J'estime que c'est sa manière de dire ce qu'il pense. Je le lui concède tout en lui montrant mon désaccord dans l'approche. Ce qu'il faudra voir maintenant et sur lequel la mouvance présidentielle doit faire des efforts, c'est la remobilisation militante de nos bases respectives. C'est-à-dire de faire en sorte que politiquement, que le sentiment d'appartenance à la mouvance présidentielle soit une réalité en chacun d'entre nous. En développant quoi? En développant la solidarité, en développant l'entraide, en faisant en sorte que le militant de base... Vous vous sentez frustré de ne pas être... J'en viens. Que le militant de base, ces militants, ces milliers de militants qui croient en deux choses, en l'idéal et en la vision qui leur a été déclamée, et à la posture et à l'homme Macky Sall et à sa démarche. Et je pense que dans ce cadre-là, il nous faut tout faire pour continuer, on ne le continue pas, on l'a arrêté. Il y a une démobilisation que nous avons notée de certains de nos militants de base, qu'il faudra parler, qu'il faudra socialement soutenir, qu'il faudra écouter et à qui il faudra faciliter l'accès à certains leaders et pourquoi pas au président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être mécontents. Ils ne sont pas foncièrement contre le président. Ils ne sont pas foncièrement contre le régime. Vous en faites partie. Vous en faites partie. De qui? De ces gens-là qui se sentent écartés, frustrés. Non, je ne me sentirai jamais frustré. Pourquoi? Vous parlez de l'état de votre coalition. Vous militez à Thiès. Vous avez récemment rallié l'Alliance pour la République, le parti présidentiel, parce que vous aviez votre mouvement Conscience citoyenne, Gom ce Bop. Maintenant, vous êtes devenu officiellement militant de l'APR. Et à Thiès, où ça risque d'être serré pour vous, et pour les autres peut-être. Le ralliement d'Idrissa Seck, la nouvelle configuration de la majorité là-bas à Thiès, Benno Bokk Yakaar, Rewmi d'Idrissa Seck, et votre adhésion à l'APR qui tombe peut-être mal pour vous, non? Non, c'est une adhésion. Vous savez, j'aurais pu être un des tout premiers. Par rapport à la frustration dont vous parlez tout à l'heure, je veux juste préciser une chose. Moi, je joue toujours le rôle d'alerte. Je marche sur deux pieds. Un pied de défense de ce qui nous lie, un pied de loyauté envers le président. Vous savez, j'aime pas trop le terme de fidélité, mais de loyauté envers le président de la République et un autre pied sur lequel je m'appuie pour alerter. Je ne fais que de l'alerte. Je veux que les choses aillent comme dans le meilleur des mondes et je veux que nous gardions le pouvoir démocratiquement pendant encore longtemps entre nous. Et la coalition maintenant à Thiès. Maintenant, la coalition à Thiès, je pense que ceux qui ont observé peuvent savoir que ça a été toujours mon souhait. Nous étions le jour de la Tabaski en 2017. Je me suis levé pour aller voir Idrissa Seck. Et arrivé chez lui, il était tout surpris en 2017. Au plus profond de son adversité politique avec le président Macky Sall. Quand je suis arrivé, il était tellement content. Il a prononcé un discours. Il m'a présenté à toute sa famille. Et je lui ai dit une chose. Monsieur le Président, vous êtes un grand frère pour moi. Parce que nous avons des liens. Mais l'autre élément, nous partageons le conseil départemental de Thiès. J'ai envie juste de vous dire qu'avant de venir ici, je n'ai pas demandé la permission du président de la République, Macky Sall. Parce que j'ai ma liberté de venir vous voir. Maintenant, dès que je sors ici, je lui rendrai compte de tous les sujets que nous avons abordés, mot à mot. Parce que je ne peux pas évoquer avec vous des sujets sur lesquels je ne serai pas à l'aise d'en rendre compte au président de la République. Je suis venu juste pour vous dire deux choses. Je ne comprends pas qu'entre vous, le président Macky Sall, que tous les ponts soient rompus. Ce n'est pas parce que
Après tout, je suis représentant d'un organe consultatif qui s'occupe de dialogue. Oui. Qui s'occupe de dialogue. Je sais le danger qu'il y a quand les acteurs politiques n'ont aucun cadre de concertation, n'ont aucun pont de discussion. Donc en 2017. Et en 2021, en 2020, ce qui est arrivé, pour moi, me réconforte davantage. Mais très bien. Ça ne me réconforte pas. Idriss Seck, qui est le président du conseil départemental de Thiès, vous êtes conseiller dans cette institution, oui. Le conseil départemental de Thiès. Et d'ailleurs, vous dirigez l'association nationale des élus départementaux. La ville de Thiès, la mairie de la ville et sa suppression probable, annoncée. Vous êtes favorable? Oui, vous me permettrez de ne pas donner ma position pour deux raisons. Je ne peux pas donner ma position parce que la réflexion est en cours dans notre état-major politique. Je ne donnerai pas mon point de vue parce que je dirige, comme vous l'avez dit, une association d'élus à la base, donc d'élus départementaux, qui est la seule association d'ailleurs qui regroupe des élus à la base. Les deux autres associations existent, mais c'est des associations d'exécutifs locaux. Donc je disais tout à l'heure, pour vous répondre par rapport à Thiès, que pour moi, c'est une chance inouïe pour Thiès et les Thiessois. Babacar, depuis 2002, Thiès a joué et perdu. Je vous explique. Toutes les élections ont été gagnées par des gens qui sont dans l'opposition nationale, mais qui sont au pouvoir au plan local. Ceux qui sont, que ça soit sous Wade ou sous Macky, ou sous le président Macky Sall. L'actuel maire, il est collaborateur du président public. Non, mais c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que, non, après Tala nous a rejoint après son élection. Mais je dis aujourd'hui, le charme, c'est que si nous y travaillons, sans dormir sur nos lauriers, parce que sur le cas de Thiès, il est évident qu'à 80%, les jeux sont faits, mais Thiès est une autre réalité. Thiès est une... Vous êtes pour le maintien de la mairie de la ville? Je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas donner mon point de vue pour ces deux raisons. Mais ce qu'il faudra juste retenir à ce niveau, c'est que l'arrivée du président Idriss Seck auprès du président Macky Sall, pour moi, est une aubaine pour la ville de Thiès, parce qu'au moins aujourd'hui, nous pouvons avoir une grande convergence sans calcul, sans combat politique interne pour l'intérêt de Thiès et des Thiessois. Parce que toutes les élections locales qui se sont déroulées depuis 2002 à 2014, ce n'étaient pas des élections de programme. C'était des élections d'hommes, c'était des élections politiques. Élection présidentielle de 2012, la question du parrainage pour les candidats à cette élection-là. Les parrainages exigés à tout candidat qui voulait se présenter. L'arrêt de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, sur ces parrainages, donc, arrêt qui dit que cette disposition a violé le droit de libre participation aux élections. Finalement, Maouda Malick Mbaye, Macky Sall, un président mal élu, non? Non, Macky Sall n'a pas été seulement bien élu, il a reçu un plébiscite. Et je voudrais vous dire que je ne rentrerai pas dans un débat de contradiction avec la CEDEAO. Mais je voudrais dire tout simplement que le Sénégal, en termes de position, en termes de résultats, d'organisation des élections, et depuis l'indépendance, vacille entre le deuxième, troisième et n'est jamais sorti des 5 premiers en Afrique, en termes d'organisation du processus électoral. Par rapport à la CEDEAO, le Sénégal a toujours joué des rôles historiques. Même si depuis la question de fond. Depuis 1975. Cette loi sur le parrainage. J'en viens, c'est important, Babacar. C'est le temps qui nous presse. Non, je comprends, comprenez-moi. Mais je dis une chose très rapidement, qu'il ne s'agit pas d'entretenir une guerre entre la CEDEAO et le Sénégal. Moi, je suis fondamentalement pour le parrainage, pour la bonne et simple raison que Babacar. Ce que nous avons vu ici en 2019, s'il n'y avait pas le parrainage, on aurait eu au moins 139 déclarations de candidature. Vous happez, vous hachez, vous diminuez, vous filtrez, vous en
il va vous en rester au moins une cinquantaine. Cela veut dire quoi? On peut concilier les deux positions. Moi, je pense que ce qu'il faudra dire, le parrainage doit exister et le parrainage, je pense, existera pour le bien électoral du Sénégal. Ce qu'il faudra, moi, maintenant, c'est qu'il y a des lois d'essence qui doivent être d'essence consensuelle plus consensuelle que majoritaire. C'est-à-dire une majorité sert à gouverner, mais je pense qu'il y a des lois autour desquelles il faudra se battre pour avoir un consensus. Je pense que ce que nous devons dire maintenant pour couper la poire en deux, mais au moins respecter les exigences de la CEDEAO, ce n'est pas de remettre en cause l'élection présidentielle. C'est de comment faire pour rediscuter du parrainage. Faire en sorte que le parrainage acquiert plus de consensus et faire en sorte que chacun y retrouve. Ouais. Maodo Malick Mbaye, oui, vous êtes aussi le représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CIRID, c'est le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Le Tchad, rapidement, après la mort d'Idriss Déby, son défunt président tué officiellement dans les combats contre les rebelles du FACT au lendemain de sa victoire pour un 6e mandat présidentiel. Déby, pièce maîtresse de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Comment envisager l'avenir alors sans lui? Oui, je pense d'abord que nous devons prier pour le repos de l'âme d'Idriss Déby, qui était un chef d'État, un soldat, qui avait promis en tout cas qu'il continuerait à se battre pour son pays, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Mais ce qu'il faudra dire, Babacar, c'est que la situation du Tchad n'est pas une situation simple. C'est une situation extrêmement complexe. Parce que d'abord le pays était en guerre. Ça, c'est la meilleure illustration, c'est que le président est tombé au front, officiellement. Le président de l'Assemblée nationale, parce que j'ai reçu le rapport de notre représentant du CIRID à N'Djamena, il nous a dit que le président de l'Assemblée nationale s'est dit malade, ne peut pas remplir la fonction. Et autour, même les autres civils qui sont dans la mouvance présidentielle avaient manifesté une certaine peur parce que d'abord, ils étaient en guerre, la présence militaire était affirmée autour du sujet. Je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est éviter les condamnations intempestives. Ce qu'il y a lieu de faire, en tout cas ce sur quoi le CIRID jouera, c'est de demander à l'opinion publique tchadienne, aux partis politiques, à l'opinion, à la communauté internationale, d'aider le Tchad à réussir cette transition. Même l'opposant Yaya Dio, qui a perdu lors de l'attaque de son domicile à la veille de la présidentielle, est arrivé à N'Djamena. Il est rentré à N'Djamena. Il s'est fait une sortie publique. Attaque de son domicile dans laquelle sa mère et l'un de ses enfants ont été tués. Maintenant, Idriss Déby avait chassé dans cette dynamique de dialogue, de réconciliation, parce que le Tchad a besoin d'être fort face à toutes les menaces qui l'entourent. Idriss Déby, qui avait chassé du pouvoir un certain Hissène Habré il y a 31 ans, Habré, jugé et condamné au Sénégal pour crime contre l'humanité, condamnation à perpétuité prononcée par les chambres africaines extraordinaires en avril 2017. Il est aujourd'hui âgé de 79 ans presque. Des voix s'élèvent pour demander sa libération pour raison de santé. Êtes-vous favorable à une libération, alors 30 secondes, à une libération de Hissène Habré? Le CIRID est favorable à toute initiative qui peut aider, qui peut faire baisser la tension au Tchad. Et je trouve que humainement, on peut, parce que le jugement est rendu, toute la procédure est vidée. Je pense que même s'il faudra le mettre en liberté provisoire, en tout cas le CIRID encourage toutes ces initiatives qui pourraient aider le Tchad à se retrouver autour de l'essentiel. Mais pas que le Tchad, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel aussi, et dans lequel il y a le Sénégal. Merci Maodo Malick Mbaye d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes le représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, le CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, également directeur général de l'ANAMO, l'agence gouvernementale sénégalaise appelée ANAMO, l'agence nationale de la maison de l'outil. Merci à Off Mbaye et Abdou à la régie, à Maggie et ses équipes au digital. Restez avec nous, le grand jury revient la semaine prochaine. Excellente fin de week-end.
te kan hamrayitin